Bonjour à tous, la séance est ouverte. Dans cet épisode, une audition très attendue, la présidente du musée du Louvre qui a dû répondre à l'Assemblée nationale. Cette historienne de l'art et conservatrice est très critiquée depuis le retentissant cambriolage survenu le 19 octobre dernier. Elle se retrouve au centre de l'attention politique et médiatique avec pour mission de défendre son institution. Elle assume sa responsabilité, reconnaît son échec et promet des actions, une vingtaine de mesures d'urgence pour ne plus jamais revoir un tel fait se produire. Au musée du Louvre, Laurence Descartes a été entendue le 22 octobre dernier par les sénateurs. Cette fois, c'est la représentation nationale qu'elle affronte un mois, jour pour jour, après ce cambriolage retentissant. Alors dans son discours, elle va se justifier et détailler les mesures prises. Laurence Descartes sur le gris, c'est tout de suite sur LCP. Nous sommes donc un mois, jour pour jour, après le vol du 19 octobre. Durant ce mois, et parce que je dois aussi la plus grande transparence à mes collègues députés, un certain nombre d'échanges ont eu lieu, mais je dois le dire, de manière générale, dans quelles conditions ? Difficulté à obtenir les rapports administratifs sur le sujet, difficulté à organiser une visite sur place. Notre travail de contrôle n'a objectivement pas été facilité ni par les uns ni par les autres. Une délégation de députés, je tiens aussi à être transparent, sera heureusement reçue sur place mardi prochain, le 25 novembre. Je vous en remercie par avance, même si je regrette que cela ne se fasse qu'après cette audition. De manière générale, j'ai comme l'impression, en toute honnêteté, que cela dérange un petit peu que les députés puissent vouloir regarder de plus près cette question de la sécurité de nos grands équipements. Et ce sont eux qui, à partir de cette audition, à partir des éléments dont ils disposeront, décideront si nous devons aller plus loin dans nos travaux et nos enquêtes sur le sujet. En attendant, je vous remercie par avance, Madame la Présidente, pour la transparence dont vous pourrez faire preuve ce matin. Et comme nous attendons de vous la plus grande transparence, je vais aussi, comme mes collègues, vous parler avec la plus grande franchise. L'intérêt de cette audition, c'est qu'on puisse faire la lumière et comprendre les mécanismes politiques, administratifs, qui, dans ce genre de situation, peuvent dysfonctionner, pouvoir y remédier collectivement et mettre aussi la force publique, l'État, l'ensemble de nos moyens à la hauteur de l'enjeu. Un mois après le cas du Louvre, au gré des rapports et des révélations sur la situation du musée, pouvons-nous être rassurés ? Pas vraiment. Pas tout à fait. Et encore lundi, nous apprenions la fermeture d'une galerie du musée du Louvre pour cause de fragilité de l'édifice. D'où l'importance de l'audition de ce matin et le sens des différentes questions que pourront avoir mes collègues. J'en aurai beaucoup d'autres et je pourrais compléter par la suite, mais pour commencer, je voudrais revenir sur un propos que vous avez tenu devant nos collègues sénateurs dans une audition qui était très riche et très dense déjà. Vous avez indiqué que vous aviez découvert la situation préoccupante des installations de sûreté du musée plusieurs mois après votre arrivée. Et ce propos m'a interpellé. Comment comprendre une prise de conscience aussi tardive, puisque vous soulignez vous-même ce délai dans votre propos ? Est-ce un défaut de transparence de vos équipes ? Une absence d'intérêt pour le sujet qui avait été relégué bien après d'autres aspects, peut-être plus tapants, plus clinquants. Est-ce que la sécurité est passée à travers la volonté d'organiser des manifestations grand public ou est-ce qu'il y a d'autres ressorts qu'il faudrait qu'on puisse aborder dès l'ouverture de cette audition pour bien comprendre ce qui s'est passé ? Parce qu'on peine aujourd'hui à comprendre comment ces problématiques n'ont pas été immédiatement portées à votre connaissance compte tenu de la nature de l'effort à fournir en la matière et de l'urgence de la situation. Je reviendrai en complément de mes collègues sur d'autres aspects si nécessaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il y a près d'un an et demi, en avril 2024, je partageais devant vous, ici même, en toute transparence, les défis qui se présentaient au Louvre. Je déplorais que notre musée soit resté à l'écart du grand mouvement de modernisation des institutions internationales et j'alertais sur la dégradation et l'obsolescence des infrastructures techniques du bâtiment. Permettez-moi de vous rappeler mes propos. Nous devons prendre conscience de l'urgence. 30 années après l'achèvement du Grand Louvre, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Le statu quo n'est plus possible. Cette phrase résonne douloureusement aujourd'hui, un mois jour pour jour après le vol qui a eu lieu au musée du Louvre. Depuis 2022, je n'ai cessé d'insister sur la nécessité de rénover le Louvre pour l'adapter aux enjeux de notre temps, qu'ils soient sécuritaires, climatiques ou numériques, au risque de voir notre musée subir un continuel déclassement.
J'ai partagé ces craintes devant la représentation nationale, auprès du ministère de la Culture et dans les médias. Elles ont été entendues en janvier dernier par le président de la République et Madame la ministre de la Culture. Je tiens à les en remercier très sincèrement. Grâce à leur soutien et leur détermination, le projet Louvre Nouvelle Renaissance a pu être lancé en janvier 2025. Ce projet s'articule en 2 volets indissociables. La rénovation complète du patrimoine et des infrastructures du musée, qui intègre l'ensemble des schémas directeurs techniques dont le musée a besoin et donne la priorité à la sûreté et aux équipements électriques. La création de nouveaux accès au musée et de nouveaux espaces d'exposition qui permettront de résoudre les problèmes structurels auxquels notre musée fait face quotidiennement. Au vu de son ampleur, il s'inscrira sur le temps long. Il ne peut en être autrement. Par une ironie cruelle, le vol du 19 octobre dernier a permis de donner un écho sans précédent à une vérité simple, répétée depuis ma prise de fonction. Le Louvre a beau être le plus grand musée du monde, une merveille nationale qui abrite d'innombrables chefs-d'œuvre et permet à des millions de visiteurs de les découvrir chaque année, il n'en est pas moins fragile. Diriger un musée, c'est concilier 2 impératifs qui peuvent paraître contradictoires. Permettre au plus grand nombre de découvrir les collections dans un impératif impérieux de transmission. Ce sont des collections d'une richesse inouïe et il faut en même temps, bien sûr, en assurer la protection. Le Louvre a fait face au cours des dernières semaines à un déferlement sans précédent d'attaques, de critiques, visant à propager des informations erronées et des éléments sortis de leur contexte. Ces critiques avaient pour seul objectif d'écorner son image, de dénigrer son action et de mépriser l'engagement quotidien des 2200 personnes qui le servent avec fierté. Dans ces moments particulièrement difficiles, ces agents poursuivent leur mission avec un engagement sans faille. Je veux ici les saluer devant vous. Je veux aussi profiter de cette audition pour démentir un certain nombre de fausses informations qui ont prospéré à propos du vol et plus largement du Louvre dans son ensemble. L'alarme anti-intrusion placée sur la porte-fenêtre de la galerie d'Apollon aurait été défaillante depuis plusieurs mois et ne se serait pas déclenchée. C'est faux. Nous aurions choisi de remplacer les anciennes vitrines de la galerie d'Apollon par des modèles moins sûrs mais plus esthétiques. C'est faux. Les agents du musée n'auraient pas suivi les protocoles de sûreté et auraient failli dans l'accomplissement de leur mission. C'est faux, 3 fois faux. Nous aurions privilégié des dépenses somptuaires et inutiles, favorisé une politique d'acquisition dispendieuse, rénové des espaces muséographiques au détriment des investissements devant assurer la protection des œuvres. C'est faux, absolument faux. Toutefois, ne vous y trompez pas. Je reconnais en responsabilité l'échec que représente le vol du 19 octobre dernier. C'est une blessure immense qui nous a été infligée. Je la vis profondément. En tant que présidente directrice du musée du Louvre, en tant que conservatrice générale du patrimoine et en tant que citoyenne. J'en ai pris la pleine mesure, soyez-en certains. Après le choc, après l'émotion, après le constat, est venu le temps de l'action. D'abord, nous avons décidé de mettre en œuvre, en concertation avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur, un certain nombre de mesures d'urgence, plus d'une vingtaine, qui se déploieront dans les prochains jours. Dès ce mois de décembre, certaines sont déjà activées. Ces mesures, que je pourrais vous présenter en détail si vous le souhaitez, comportent notamment la création d'un poste de coordonnateur sûreté, un monsieur ou madame sûreté du Louvre, directement rattaché à la présidence du musée. La fiche de poste a été publiée le 7 novembre dernier. L'installation d'équipements de mise à distance au droit des bâtiments les plus sensibles du domaine du Louvre, qui aura lieu à partir de décembre prochain, donc dans une quinzaine de jours. Nous allons par ailleurs accélérer le déploiement des caméras périmétriques en avance de phase du schéma directeur de sûreté que je pourrais détailler présenter dans le détail si vous le souhaitez, afin d'assurer une protection complète des abords du musée. 100 caméras seront installées d'ici la fin de l'année 2026. Nos liens avec la préfecture de police seront renforcés. Et je voudrais remercier la préfecture de police de sa mobilisation et des réunions extrêmement fructueuses que nous avons en ce moment, ces jours-ci. Elles incluent notamment l'installation prochaine d'un poste avancé mobile de la police nationale au sein du domaine du Louvre. Je veux aussi, au travers d'une nouvelle organisation, insuffler une véritable culture de la sûreté dans l'ensemble de l'établissement. Favoriser la coordination, la transversalité pour garantir l'efficacité. Je souhaiterais à présent vous parler de notre engagement au long cours pour la protection des collections nationales et évoquer le sujet du schéma directeur des équipements de sûreté.
La conception de tout schéma directeur comprend un temps incompressible de diagnostic, d'analyse, d'études préalables. Sa mise en œuvre est soumise aux procédures des marchés publics. Son déploiement prend du temps. C'est particulièrement vrai au Louvre, qui s'étend sur 244 000 mètres carrés et s'inscrit dans un domaine de 37 hectares. La conception du schéma directeur des équipements de sûreté du Louvre a été engagée en 2019. En 2022, 6 mois après ma prise de fonction, un premier projet m'a été présenté. J'ai souhaité l'amender, le renforcer et décider, entre autres, de généraliser la vidéoprotection périmétrique du Louvre, de moderniser les 5 postes de commandement que compte le musée, d'y inclure les enjeux de cybersécurité. Les études complètes intégrant ces nouveaux enjeux m'ont été livrées en décembre 2023 et ce schéma directeur sera mis en œuvre dès décembre 2025. Dans l'attente de son déploiement concret, depuis 2022, chaque rénovation de salle, chaque programme de travaux ont été rigoureusement accompagnés d'un renforcement de la vidéoprotection et de la sécurisation des œuvres. Entre 2022 et 2025, pas moins de 134 caméras numériques ont été déployées au sein des espaces muséographiques. Le drame qui a touché notre musée ne doit donc pas masquer nos efforts quotidiens pour permettre au Louvre d'aujourd'hui de continuer à assurer sa mission et préparer le Louvre des prochaines années. C'est la raison pour laquelle Louvre Nouvelle Renaissance est un projet plus que jamais nécessaire si le Louvre veut rester ouvert et accessible à tous. Le Louvre est un tout. On ne peut pas opposer les travaux aux acquisitions des œuvres, l'engagement en faveur des publics et les actions en direction de nos mécènes, la programmation des expositions temporaires au réaménagement des collections permanentes. Au Louvre, il faut s'emparer de tous les sujets, tout le temps et en même temps. C'est là qu'est le défi. L'actualité de ce tout début de semaine nous le rappelle encore. Notre musée est un symbole qui fait rayonner à travers le monde les valeurs de notre pays. L'émotion mondiale que ce vol a suscité témoigne de l'attachement de nos concitoyens et de nos visiteurs internationaux à ce lieu de découverte et de transmission. Je suis aujourd'hui déterminé à le défendre et à poursuivre la transformation dont il a plus que jamais besoin. Voilà, mesdames et messieurs les députés, certains des faits que je souhaitais rappeler en préambule de notre échange. Je vous remercie pour votre attention et me tiens bien sûr à présent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Bien évidemment, dans cette salle de commission de l'Assemblée nationale, eh bien, il y a beaucoup de questions sur ce vol spectaculaire des bijoux de la couronne. La présidente du musée du Louvre a dû s'expliquer longuement sur la sécurité, notamment celle de la galerie d'Apollon qui a été visée par le cambriolage. On retrouve la salle de commission pour la suite de cette audition. Le braquage du Louvre, si facile, a mis au jour des failles graves, vos failles graves dans les équipements de sécurité pour la protection des œuvres, mais aussi concernant les risques importants d'incendie. Après avoir été cambriolé, le Louvre peut-il maintenant brûler ou la galerie Campana s'effondrer? Le rapport accablant de la Cour des comptes pointe le niveau très insuffisant de mise en œuvre du schéma directeur de sécurité. Seulement 3 millions d'euros engagés sur 83 millions. Le musée n'aurait que 39% de ses salles équipées de caméras de vidéosurveillance. Il est reproché à la direction d'avoir consacré une part importante des moyens considérables dans des projets visibles et attractifs, plutôt que dans des travaux de mise aux normes de sécurité. 105,5 millions pour l'achat d'œuvres, mais seulement 26,5 millions pour l'entretien et la mise en conformité. Il ne manque pas au Louvre de ressources abondantes et de trésorerie. Mais c'est de sens de priorité et de direction que vous manquez. C'est une faute. Le rapport critique un manque de pilotage rigoureux dans le suivi des travaux d'entretien, la gestion des risques, la structuration de la gouvernance interne, mais aussi la dégradation des conditions de visite et la maîtrise des flux de visiteurs. Ça fait beaucoup. Plusieurs constats de ce bilan catastrophique confirmés par les premières conclusions de l'enquête administrative commandée par Rachida Dati concernent directement la période de votre direction, à partir de septembre 2021, et lui sont directement associés. Est-ce parce qu'à la demande d'Emmanuel Macron, vous n'étiez tourné que vers son projet mégalo de nouvelle renaissance du Louvre? Est-ce pour cela que vous avez négligé tout le reste? Et est-ce la raison pour laquelle votre légitime démission a été refusée? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Ensemble pour la République, Madame Anne Genetet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je vous remercie d'abord pour votre intervention liminaire. Et je voudrais tout d'abord dire que je ne pense pas
personnellement, nous ne sommes pas avec notre groupe là pour vous accabler, mais pour comprendre ce qu'il s'est passé, en tirer les leçons et pouvoir avancer de manière efficace dans le cadre d'un projet dont je veux souligner, qui était notamment présenté par le président de la République, qui a pour ambition justement ce que vous avez souligné, cette nécessité de transmission de la culture, d'accessibilité à tous. Et je voudrais également dénoncer quelques conclusions que je trouve critiquables de la part de la Cour des comptes. Je critique notamment sa propre critique d'acquisition des œuvres. Vous avez besoin d'acquérir des œuvres, c'est fondamental dans un marché mondial qui est infiniment concurrentiel et sans lequel vous ne pourriez pas rester le grand musée que vous êtes, accessible à tous. Également, la poursuite de l'objectif d'accueillir plus de 900 000 élèves, de doubler donc le nombre d'élèves que vous accueillez, me semble absolument indispensable. Néanmoins, on comprend bien qu'un certain nombre de défaillances, de difficultés ont été présentes et qui ont conduit à ce cambriolage qui a évidemment nous a tous heurtés, vous l'avez dit également comme citoyenne, et qui est clairement une blessure pour la nation, et même au-delà de nos frontières. Pour moi, être régulièrement à l'étranger, je peux vous dire que c'est un sujet dont on me parle régulièrement. Pourquoi le Louvre a-t-il pu être cambriolé? Donc moi, j'aurais voulu, vous avez parlé de ce poste avancé de police qui va être mis en place, mais concrètement, quelles modalités d'organisation vous souhaiteriez que soit mis en place pour pouvoir éviter qu'une telle situation se reproduise? Et très concrètement, on voit bien que un certain nombre de dispositifs avaient été envisagés mais n'ont pas pu être mis en place. Pourquoi n'ont-ils pas pu être mis en place? Pourquoi c'est seulement maintenant que ce recrutement d'une personne responsable de la sécurité du Louvre est envisagé? Quelles sont les causes profondes des retards à la mise en place de dispositifs de vidéoprotection, de protection des locaux et des œuvres ont-ils eu lieu? Et c'est ça qu'on aimerait savoir. Pourquoi? Quelles sont les causes profondes? Parce qu'il faut pouvoir y remédier et y répondre. Et puis, quels sont peut-être les modèles étrangers que vous avez pu observer de sécurisation qui vous paraissent particulièrement instructifs et qui pourraient enrichir votre réflexion et les projets que vous mènerez pour notre musée du Louvre? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et pour le groupe LFI, Madame Sarah Legrain. Merci, Monsieur le Président. Madame la présidente directrice du Louvre, ces derniers temps, vous êtes passée de l'ombre à la lumière avec le cast spectaculaire et le vol des joyaux de l'impératrice Eugénie, l'accrochage sauvage d'un tableau dans la salle de la Joconde par des TikTokers et pour finir la menace d'effondrement du premier étage de l'aile Sully ayant conduit à la fermeture de la galerie Campana. Pour autant, je refuse l'idée que la seule présidente directrice soit responsable de cette série noire quand le président Macron lui-même a fait du Louvre, il y a encore quelques mois de cela, un terrain de lubie communicationnelle. Il serait trop facile d'exonérer aussi Madame Dati, le gouvernement, mais aussi tous les députés du camp présidentiel qui, année après année, votent des budgets de la culture et du patrimoine en baisse. En janvier dernier, vous aviez alerté la ministre sur l'état calamiteux du musée, pointant une multiplication d'avaries, la nécessité de grands travaux. C'est le président de la République lui-même qui vous a répondu avec son projet Louvre Nouvelle Renaissance. C'est sûr qu'une nouvelle entrée pour le Louvre sera drôlement utile quand la moitié de ces galeries seront fermées in extremis, voire effondrées, qui plus est financées de façon bancale, comme le dit la Cour des comptes elle-même, notamment des tarifs pour touristes non européens. Alors loin de renforcer l'investissement public, l'État poursuit ce désengagement avec son projet de National Trust à la française et autres bricolages comme le loto du patrimoine, faisant reposer le financement de nos politiques culturelles sur des tiers privés. Le rapport du 6 novembre de la Cour des comptes souligne que les questions de sécurité ont été largement ignorées, reléguées derrière d'autres priorités. Là aussi, les moyens ne suivent pas. Le 7 novembre, vous avez annoncé plusieurs mesures d'urgence pour la protection du site, mais aucun renforcement des effectifs du personnel. Besoin urgent après les baisses drastiques ces dernières années qui ont été pointées par les syndicats. Mon groupe, le groupe Insoumis, avait déposé un amendement pour recruter 500 agents de sécurité pour tous les musées, parce que le Louvre n'est pas le seul concerné. Amendement balayé. Enfin, je dois dire que j'ai été effarée d'entendre certains envisager de retirer des œuvres précieuses du regard du public ou d'augmenter les tarifs pour financer la sécurité. En matière de politique publique, notre boussole devrait être l'accès universel à l'art. Au lieu de se demander aujourd'hui comment on évite le pillage ou l'effondrement du Louvre, nous devrions parler d'extension de la gratuité pour que cet immense palais parisien devienne une maison du peuple où l'on peut aussi bien passer à l'heure du déjeuner voir une œuvre que flâner tout le dimanche en famille. Madame la présidente directrice, j'ai une question simple. Après le diagnostic que vous avez posé, le premier geste que nous pourrions faire pour sauver le Louvre ne serait-il pas de rejeter ce budget de malheur qui vole 5 millions d'euros au Louvre et diminue de 8,4% des crédits du... Alors, je vais revenir sur l'ensemble de ces questions. Je vais sans doute commencer par la question du schéma directeur de sûreté, puisque Madame la députée, vous l'avez évoqué, pour être très précise sur cette question, parce qu'il y a là, évidemment, beaucoup d'approximations qui circulent. Je reprends, pardonnez-moi, je vais rentrer un peu dans la chronologie détaillée des faits. Je prends mes fonctions le 1er septembre 2021 au Louvre. Et je commence évidemment, les 6 premiers mois de mon mandat, c'est une prise en charge de l'établissement avec notamment une visite
des locaux, des lieux, de tous les lieux, y compris effectivement des équipements de sécurité, des PC de sécurité. Et Francis Steinbock, l'administrateur général du musée, général adjoint du musée, qui arrivait aussi du musée d'Orsay comme moi, m'a accompagné notamment dans ces visites de sécurité. Et effectivement, au cours de l'automne 2021, nous avons constaté des équipements, la présence d'équipements qui n'étaient pas à la hauteur du plus grand musée du monde. Donc, il fallait évidemment une refonte complète. Et le principe d'un schéma directeur avait été lancé par mon prédécesseur en 2019, interrompu bien entendu par l'épisode du Covid. Et nous en étions aux phases d'études à ce moment-là. Et un premier projet m'est donc remis au printemps 2022. C'est donc 6 mois après ma prise de fonction. Projet que j'ai trouvé incomplet, parce qu'il ne prenait pas en compte notamment, et c'est évidemment toute la cruauté de cette situation aujourd'hui, la question des vidéos périmétriques, de la couverture donc extérieure, vidéo extérieure du bâtiment, que la question des postes de commandement n'était pas assez, la rénovation des postes de commandement n'était pas assez prise en compte, et notamment avec la question de technologie d'hypervision, et qu'il fallait donc avoir une vision beaucoup plus complète des choses, beaucoup plus ambitieuse, avec le transfert d'un poste commandement central qui soit directement et de façon physique proche de la direction générale, et que les questions de cybersécurité qui nous préoccupaient beaucoup, nous sommes à ce moment-là dans la phase de préparation des Jeux Olympiques. Vous savez que le Louvre a été très au cœur des cérémonies des Jeux Olympiques, et nous étions donc une cible potentielle. Il fallait aussi que ce schéma directeur prenne en compte l'ensemble de ces questions de cybersécurité. C'est donc les phases d'études qui ont été lancées et complétées en 2022-2023. C'est absolument nécessaire. Mesdames et messieurs les députés, il faut bien prendre la mesure de la complexité du Louvre, de son étendue, de son envergure, avec un palais qui est aussi un musée qui est aussi un palais. Et donc cette phase d'étude, de diagnostic, elle est capitale. Elle est capitale car si nous nous mettions à dépenser tort et à travers par petits bouts, on nous reprocherait évidemment des dépenses inconsidérées et surtout incohérentes, et ça ne résoudrait absolument pas les problèmes. C'est une réforme structurelle de la sécurité qui est aujourd'hui lancée. Ce schéma directeur, il est notifié ces jours-ci, et nous, en avance de phase, nous allons procéder à un certain nombre d'opérations d'urgence que je peux là aussi redétailler en matière d'équipement. Donc si vous voulez, ce travail d'analyse complet, parce qu'il faut avoir une vision complète au Louvre, une vision qui touche aussi bien les salles, la muséographie, que les espaces extérieurs du musée, y compris d'ailleurs le jardin du Tuileries. Nous avons, dans cette période, nous n'avons pas rien fait. Nous avons mené ce schéma directeur et nous avons complété toute la sécurisation du domaine, avec notamment le processus de changement des grilles. Je passerai la parole dans un instant à l'administrateur général adjoint qui a suivi par le comité de sûreté que nous avons mis en place dès l'automne 2022 à mon arrivée, l'ensemble de ces opérations. Et à chaque opération de rénovation, je le redis, je l'ai dit dans mon propos liminaire, de rénovation des salles, nous avons renforcé la couverture vidéo et la détection, ce qu'on appelle la DRO, la détection rapprochée des œuvres. Dans quelques jours, va ouvrir la Porte des Lions, la Galerie des 5 continents et les salles de peinture espagnole et italienne rénovées. Je serai ravi d'y accueillir la commission culture de l'Assemblée. Vous y verrez précisément ce que nous avons fait avec des équipements qui sont parfaitement à jour, qui permettent une couverture vidéo complète et moderne et une protection rapprochée des œuvres. Donc ces efforts si vous voulez, dans le budget de fonctionnement du musée, puisque là on est sur le fonctionnement du musée, ont complété le travail de fond qui a été fait pour ce schéma directeur, qui nous permet aujourd'hui d'avancer très vite et de pouvoir, dès l'année prochaine, être dans des budgets. Et ça, pardonnez-moi, c'est des décisions budgétairement qui ont été prises avant le 19 octobre. Donc on va vous donner les chiffres très précis d'investissement
pour les 4-5 prochaines années au musée du Louvre, ça, c'est le fruit de ce travail. Alors, bien sûr, je l'ai dit, l'ironie atroce de cette situation, c'est que c'est au moment où ce schéma directeur de sécurité est celui des schémas électriques. Je me permets d'insister là-dessus aussi, puisqu'il ne peut pas y avoir de rénovation de la sûreté s'il n'y a pas une infrastructure électrique à la hauteur, ce qui n'est pas le cas au Louvre, et c'est un des constats que j'ai aussi fait en 2022. Pardonnez-moi, nous sommes là au cœur du problème de l'obsolescence des équipements du Louvre et des schémas directeurs nécessaires qui constituent la moitié du projet Louvre Nouvelle Renaissance. Donc on est au cœur de la question. Effectivement, le schéma directeur des équipements de sûreté va se déployer en termes de dépenses à partir de l'année 2026, puisque nous allons notifier aux entreprises dès dès le courant du mois de décembre, la première tranche, et nous allons d'ailleurs la renforcer par une tranche supplémentaire pour tout ce qui est la pose de caméras périmétriques. C'est une décision qui a été prise à la suite des événements du 19 octobre dernier, et il y a un travail qui est mené par les équipes du Louvre et avec François Chatillon pour justement déployer ces caméras tout au long de l'année 2026 sur toute la périphérie extérieure du musée du Louvre. En termes de dépenses, l'année 2025 a été consacrée effectivement aux questions de marché. Donc, à l'année 2025, effectivement, nous sommes en train de faire des opérations purement administratives. Et c'est dès 26 que nous lançons, pour le coup, les dépenses de manière massive. Si nous prenons l'ensemble des dépenses, et là je vais faire une masse de l'ensemble des dépenses d'investissement au global sur toutes les questions de sûreté, sur 2026, nous avons pour 13 millions. Sur 2027, nous montons à 18 millions. Sur 2028, nous montons à 21 millions. Sur 2029, nous montons à 22 millions. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce schéma se déploie dans le cadre d'un musée ouvert. Et c'est quelque chose qui a été prévu dès le début, de ne pas fermer le musée de manière généralisée, parce qu'il faut que le musée puisse continuer à fonctionner, il faut qu'il puisse continuer à accueillir des visiteurs. C'est un devoir, c'est une nécessité, c'est une attente du public que nous ne fermons pas le musée. Donc il y a tout un travail extrêmement fin de localisation et de rotation des travaux. Mais pour ce qui concerne les caméras périmétriques, nous allons les installer dès 2026. François Chatillon, qui est avec nous, à nos côtés, est là pour en fait assurer la maîtrise d'œuvre de ce projet. Il est totalement mobilisé. Donc nous avons effectivement une grande mobilisation sur toutes les prochaines années. Et je tiens également à rappeler qu'au cours des dernières années, nous avons fini, et nous finissons au mois de mai prochain, le schéma de sécurisation du domaine. Parce que lorsque Laurence Descartes a pris ses fonctions, la question qui était la plus urgente était la question de la sécurisation, puisqu'il y a eu des incidents très graves dans le jardin des Tuileries, les grilles avaient été renversées et il fallait impérativement assurer la domanialité, d'assurer qu'on ne puisse pas rentrer dans le domaine et que nous puissions conserver le contrôle, puisque je rappelle que l'établissement public du musée du Louvre, il gère non seulement le palais, mais il gère 37 hectares, il gère le jardin de Carrousel, qui est un jardin qui n'a pas de grille, il gère le jardin des Tuileries, pour lesquels certaines grilles sont fragiles. Donc nous avons entamé un travail, c'était avant l'arrivée de Laurence Descartes, de sécurisation de toutes les grilles. Il y a plus de 30 grilles qui sont en cours de sécurisation. Si vous venez autour du palais, en ce moment même, vous verrez les travaux. Je me permets de compléter que la revue de la Cour des comptes s'arrête en décembre 2024. Donc nous ne pourrons absolument pas en compte ce qui vient d'être évoqué et ce démarrage du schéma directeur qui a été précisément préparé dans les années 2022-2023 et qui démarre donc, qu'il monte à pleine puissance dès l'année 2026. Donc je me permets de donner la dynamique des choses. Quand on dirige un très grand musée comme le Louvre, c'est une vision stratégique et pluriannuelle que vous devez avoir. Ça ne peut pas, les problèmes ne se résolvent pas en claquant des doigts. Ce sont des problèmes compliqués avec des investissements lourds. Ce schéma directeur de sûreté, c'est plus de 80 millions d'investissements. Le schéma directeur électrique qui est lancé en parallèle, c'est plus de 60 millions d'investissements que le Louvre consacre à ces infrastructures totalement essentielles. Nous sommes absolument d'accord, Madame la députée, évidemment. Mais reconnaissez que nous avons fait ce travail de préparation avec une rigueur absolue. Croyez-moi, ce sont des études très poussées et il est là. Alors, bien sûr, nous sommes dans le choc et dans le drame absolu du 19 octobre. Mais pour autant, nous devons continuer à avancer et nous avons cette dynamique d'avancement et d'amélioration.
Alors ensuite, vous avez évoqué la question des acquisitions. Vous me permettrez d'y revenir parce que c'est un point, à mon avis, très important. La mission d'acquisition et d'enrichissement des collections nationales est au cœur des missions du Louvre. Elle est au cœur des missions du Louvre depuis son ouverture en 1793. Le décret de création, sous la Convention, précise que le Louvre doit enrichir ses collections pour le bien de la nation, et c'est dans le décret de création de 1793. Et c'est au cœur aussi des missions du décret moderne du Louvre, celui qui a été lancé au moment de la création du Grand Louvre et qui a transformé le Louvre en établissement public administratif. La mission d'enrichissement est au cœur de ces est bien énoncée très clairement. Ma lettre de mission, émise par le ministère de la Culture en janvier 2022, parmi les objectifs qui me sont fixés, et je précise d'ailleurs que la sûreté n'en fait pas partie, à ce moment-là, n'est pas vue comme une priorité. Parmi ces objectifs, il y a l'enrichissement des collections nationales avec une insistance très particulière pour le Louvre sur l'acquisition des trésors nationaux ou des œuvres d'intérêt patrimonial majeur, deux catégories de classement, vous le savez, qui ne dépendent pas du Louvre, mais d'une commission nationale organisée par le ministère de la Culture qui juge que certaines œuvres doivent, autant que nous puissions le faire avec les moyens que nous avons, ne pas quitter le territoire français. Je me suis attelé à cette tâche, notamment avec l'acquisition d'un rarissime panneau de Cimabue qui a été retrouvé dans le nord de la France. Je rappelle que Cimabue, c'est juste la naissance de la peinture occidentale. C'est un moment rarissime de l'histoire de la peinture. Ce tableau sera le premier tableau de la collection de peinture chronologiquement du Louvre. C'est un trésor partagé d'ailleurs qui a été partagé avec le musée du Petit Palais d'Avignon cet été. C'est une acquisition absolument majeure pour le Louvre, acheté au prix du marché de l'art, c'est-à-dire des enchères, du marteau. C'est le cas aussi d'un Chardin absolument majeur qui clôt la collection exceptionnelle de Chardin du Louvre, qui fait la fierté des collections nationales, là aussi au prix des enchères publiques. Je rappelle que Chardin, c'est l'un des plus grands génies de la peinture française, un homme qui a travaillé et vécu toute sa vie au Louvre aussi, qui est très lié à l'histoire du Louvre. Et j'assume parfaitement, Madame la députée, j'assume parfaitement ces acquisitions. Près de 60% des acquisitions de cette période, des budgets, ont été consacrés à des trésors nationaux ou à des œuvres d'intérêt patrimonial majeur, qui font la fierté aussi de notre pays et de nos collections. Il ne faut pas opposer la modernisation absolument nécessaire du Louvre. Non, Madame la députée, ce sont des budgets distincts. Il ne faut pas opposer la modernisation du Louvre à l'enrichissement des collections nationales. À ce moment-là, nous allons faillir sur nos missions culturelles fondamentales. La question de fond qui se pose ce matin et que posent en fait déjà les 3 députés qui sont intervenus est de savoir si d'autres choix auraient pu être faits dans les années précédentes. Et à cette question-là, je trouve qu'on n'a pas vraiment de réponse. La Cour des comptes indique bien les choix budgétaires qui ont été faits. 27 millions pour des travaux d'entretien et de mise aux normes sur la période 2018-2024 et en face 105 millions pour l'acquisition d'œuvres. Donc un ratio de 1 à 4. C'est un choix stratégique qui a été fait, mais Madame la Présidente, je vais quand même terminer, si vous permettez. Je vais jusqu'au bout de ma question. Et on voit bien que le débat stratégique sur ce qu'on peut attendre en termes de priorité de la direction du Louvre et même du ministère se pose ce matin, que ça ne fait pas l'unanimité au sein des collègues qui sont ici. Mais l'action politique, l'action publique nécessite par définition de faire des choix, d'assumer des priorités. Et la question de fond, c'est est-ce qu'on n'a pas à un moment cédé à la tentation de choses plus éphémères au détriment de choses qui sont plus durables. La deuxième question, c'est que vous avez indiqué, et vous avez tout à fait raison, on a besoin d'une réforme structurelle de la sécurité, je vous cite. Vous avez 100% raison. Et comme vous l'avez indiqué vous-même, dans votre lettre de mission, la question de la sûreté n'y figurait pas, ce qui quand même interpelle. Et on a le droit ce matin, légitimement, comme tous les Français que l'on représente les uns les autres, de poser un certain nombre de questions sans forcément être dans une volonté de dénigrement de l'institution, ni des salariés dont on ne doute pas de l'engagement, ni de vous-même. Mais moi, il y a dans le détail un point en particulier qui m'a frappé, c'est que si on regarde par exemple sur le contrat de performance de l'établissement de 2022, l'unique indicateur qui relevait de la question de la sécurité a disparu à ce moment-là. Qu'est-ce que ça traduit de notre vigilance sur ce point-là, d'après vous ?
Je vais revenir, pardonnez-moi à nouveau, sur la question des acquisitions. Je reprécise que statutairement, 20% des recettes de billetterie de l'établissement, c'est dans le décret du Louvre, sont affectées aux acquisitions. Donc nous sommes dans un cadre statutaire. Ce cadre, il peut évoluer. J'ai proposé qu'il évolue, j'ai proposé au ministère de la Culture qu'il évolue l'été dernier, dans la perspective de l'augmentation tarifaire différenciée qui va être mise en place en janvier 25, mi-janvier 25, qui concernera, vous le savez, les visiteurs extra-européens, mesure décidée par le ministère de la Culture, qui concerne d'ailleurs plusieurs établissements, pas seulement le Louvre, et qui, dans le cas du Louvre, permettra en très grande partie le financement de l'ensemble des schémas directeurs techniques, notamment celui de sûreté et du schéma électrique qui sont d'ores et déjà engagés. Donc je me permets de revenir sur cette question statutaire et sur le fait que le Louvre a été proactif pour opérer sans doute une pondération, si vous voulez, de ce pourcentage consacré aux acquisitions. Pour autant, je me permets d'insister, cette mission d'acquisition, elle est importante. Elle est importante, nous ne devons pas y renoncer. Ce serait, à mon sens, une erreur culturelle absolument majeure. Alors, quant aux questions de choix stratégiques, je me permets de redire que nous étions dans une phase donc, de conception et d'étude, et que dans une phase de conception et d'étude, vous ne décaissez pas à ce moment-là. Vous êtes dans des phases d'études, ce sont des dépenses d'analyse confiées à des ingénieurs spécialisés, à des bureaux d'études, et c'est évidemment pas à ce moment-là que vous dépensez le plus. Les très grosses dépenses, elles sont là, maintenant, devant nous. Les chiffres ont été rappelés à l'instant, et ceci explique cela. Pour autant, nous avons continué à rénover le Louvre avec des budgets, évidemment, pas les 80 millions du schéma directeur technique de la sûreté, mais nous avons continué à améliorer les choses, les salles d'exposition temporaires que j'ai rénovées et notamment renforcées en termes de sûreté, puisque ce sont des salles qui accueillent des prêts nationaux et internationaux. Aujourd'hui, vous pouvez y admirer la magnifique exposition David et l'exposition sur les dessins de Carache. Ces espaces ont bénéficié d'une remise à niveau en matière de sûreté. Chaque intervention, au moment de l'exposition Capodimonte qui a accueilli les chefs-d'œuvre de ce musée napolitain, nous avons réalisé que, par exemple, la Grande Galerie, lieu mythique du Louvre, bénéficiait d'une couverture vidéo totalement insuffisante. Pour accueillir les chefs-d'œuvre de Capodimonte, nous avons donc renforcé immédiatement la couverture vidéo de la Grande Galerie. Et ça, c'est un acquis qui est en place et qui est là. Et je ne rappelle pas les travaux que je viens d'évoquer pour la Galerie des 5 continents et les salles de peinture espagnoles et italiennes récemment rénovées. Donc, la question, c'est de mener de front. Tout est de priorité au Louvre, d'un certain point de vue, si vous voulez, parce que nous sommes à un moment de son histoire où l'effet du Grand Louvre, la modernisation, le geste génial, la décision extraordinaire du président Mitterrand, le chantier absolument génial de Paye, cette modernisation très forte que le Louvre a connue dans les années 80 est aujourd'hui en fin de course technique, en obsolescence technique, avec des équipements qui ont surperformé depuis 40 ans, puisque nous avons un niveau de fréquentation qui est bien au-delà des 4 millions annuels prévus pour la pyramide, et qui explique énormément de nos problèmes aujourd'hui, et la dégradation aussi du bâtiment. Je reviendrai sur le quadrilatère civil dans un instant. Mais le Grand Louvre, donc, les équipements techniques arrivent en obsolescence maintenant, et le Grand Louvre n'a pas touché la moitié du Louvre, n'a pas touché la partie est, tout ce qui est autour de la cour carrée et qui est précisément au cœur des priorités du projet Louvre Nouvelle Renaissance. Donc je me permets là aussi de rappeler un petit peu les visions stratégiques et comment les séquençages se font lorsque l'on pilote un établissement aussi énorme que le Louvre et où chaque projet doit être mesuré à l'aune de sa cohérence avec l'ensemble du fonctionnement du musée, des travaux dans un musée qui reste ouvert. On l'a aussi rappelé, c'est une donnée absolument incontournable au Louvre. Je vais donner maintenant la parole à Madame Céline Hervieux pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, déjà dire que mon étonnement vis-à-vis de la véhémence de l'intervention du Rassemblement national, toujours prompt à manipuler les sujets d'insécurité, à les dénoncer tranquillement depuis l'opposition, sans jamais proposer la moindre solution, et simplement rappeler que l'année dernière, dans le PLF, vous vouliez baisser de 20% le budget du Louvre. Donc d'un côté, vous vous plaignez des fragilités que vous contribuez vous-même à alimenter par les coupes budgétaires que vous appelez dans les budgets de la culture une nouvelle incohérence de votre part. Alors oui, le 19
octobre, effectivement, le cambriolage que nous avons vécu au Louvre a stupéfait le monde entier, a ému tout le pays, le peuple de Paris et tous les Français qui l'ont reçu dans une immense confusion et avec une très grande tristesse. Et hier, nous avons effectivement appris qu'une galerie était fermée de nouveau au public en raison d'une fragilité de l'édifice. Alors qu'une telle institution révèle autant de fragilité pourrait interroger, en effet, si l'alerte n'avait pas été donnée par vous, Madame la Présidente, et par le personnel dans une note confidentielle datant du 13 janvier dernier. Dès lors, la question est: que fait le ministère de la Culture? Il communique, il annonce des enquêtes, des audits, des réorganisations, des plans de sécurisation tout aussi tardifs que les communiqués sont verbeux. Les alertes existent, mais rien n'est fait. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, le système de vidéosurveillance qui, effectivement, dans un tel édifice, est fondamental. Madame la ministre de la Culture, Rachida Dati, a affirmé devant le Sénat que les caméras de vidéosurveillance n'auraient pas été installées au Louvre car la ville de Paris s'y serait opposée. C'est parfaitement faux. Vous le savez tous, Madame la ministre le sait tout autant. C'est factuellement, administrativement et juridiquement faux. Le musée du Louvre est un établissement public administratif placé sous la tutelle directe du ministère de la Culture. Donc ce n'est ni la ville de Paris ni aucun élu parisien qui ne peut s'opposer à l'installation des caméras dans votre bâtiment. Personne. C'est le ministère qui dicte, qui finance et qui encadre. Donc c'est précisément ce ministère qui, depuis des années, laisse les effectifs diminuer, les systèmes de sécurité se fragiliser. Pouvez-vous dire, Madame la Présidente, devant la représentation nationale, que la sécurité du Louvre relève exclusivement de l'établissement public et de sa tutelle ministérielle et qu'aucune opposition de la ville de Paris n'a jamais empêché l'installation de caméras? Pour le groupe Droite républicaine, Madame Frédérique Meunier. Merci, Monsieur le Président. Madame, un commando de malfaiteurs a réussi à s'introduire le 19 octobre au Louvre, dérobant 8 joyaux de la couronne d'une valeur estimée à 88 millions d'euros, et les bijoux, à ce jour, restent toujours introuvables. Lors de votre audition par les sénateurs de la Commission des affaires culturelles le 22 octobre dernier, vous avez souligné que l'infrastructure vieillissante du musée empêchait d'y intégrer des systèmes de sécurité modernes, que le système de surveillance vidéo du musée était très insuffisant, ce que vous avez repris aujourd'hui. Concernant le fonctionnement des dispositifs, vous avez assuré que toutes les alarmes ont fonctionné, ce que vous avez dit aujourd'hui, et que les vidéos ont fonctionné à l'intérieur du musée, mais que la surveillance extérieure restait votre faiblesse. Pourtant, dans un article du Figaro du 15 novembre 2025, il y a seulement quelques jours, semble-t-il, 2 influenceurs belges ont réussi à accrocher leur tableau en proximité de celui de la Joconde, sans même qu'un seul agent de sécurité ne les interpelle. Évidemment, nous ne parlons pas d'un vol de bijoux napoléonien, mais alors que des mesures d'urgence avaient été prises pour garantir une sécurité plus importante, cet événement, une fois de plus, affaiblit la réputation du musée. Vous nous avez parlé tout à l'heure, avec beaucoup de véhémence, de la sécurité, renforcer les salles de sûreté, de protection rapprochées des œuvres, et pourtant, aujourd'hui encore, 2 influenceurs, 2 petits Belges arrivent, TikTok, à s'introduire dans le musée à côté de la Joconde et à accrocher un tableau. Enfin, la Cour des comptes a publié il y a quelques jours, et on l'a largement dit, un rapport qui soulève de nombreuses interrogations. Dégradation des finances, politique d'acquisition d'œuvres surdimensionnées, sous-investissement dans les travaux d'entretien et de mise aux normes, et pas seulement de sécurité, rénovation des salles au détriment du clos et du couvert. Mais alors, il n'est pas question de renoncer à l'acquisition. Il est question de dire, y a-t-il une sécurité et pourquoi acquérir des œuvres si derrière elles sont volées? Merci. Chers collègues. Pour le groupe écologiste et social, monsieur Alexis Corbière. Oui, Madame la Présidente et à toute l'équipe qui vous accompagne, nous ne recherchons pas pour notre groupe des fusibles. Et nous saluons le professionnalisme par ailleurs de ce que vous faites, mais nous cherchons à comprendre et nous cherchons aussi à nous inscrire dans la continuité, vous l'avez dit, de la grande portée révolutionnaire de ce musée ouvert en 1793 ou même avant, à l'occasion de l'Assemblée constituante, l'occasion de rappeler que la Révolution française a une œuvre conséquente, ce qui est parfois un peu méprisé. Mais le 19 octobre, effectivement, il y a eu un vol, un canular de 2 TikTokers,
Et puis surtout, ce qu'on a appris encore le 17 novembre, la fermeture de la galerie Campana, en raison, je cite, de la particulière fragilité de certaines poutres portant sur les planchers du 2e étage, etc. Comment expliquer tout cela? C'est ça l'objet de votre audition. L'explication, je vais y revenir, ça a déjà été évoqué. La Cour des comptes, en novembre dernier, nous dit, entre 2018 et 2024, je cite, que le Louvre a privilégié des opérations visibles et attractives au détriment de la sécurité. Je cite encore que des investissements sont indispensables pour assurer un fonctionnement pérenne de l'institution. Des choix, je cite, ont amené à un retard considérable sur la mise aux normes des infrastructures techniques et la restauration du palais. C'est ce que nous dit la Cour des comptes. Pour ma part, je ne prends pas la Cour des comptes immédiatement non critiquable, mais j'aimerais que vous alliez plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez pointé des pistes, mais allez plus loin. Je rappelle également que le 16 juin dernier, nous étions nombreux à leur côté, les organisations syndicales de personnel se sont mises en grève. Et nous les avons soutenues. Elles réclamaient notamment, elles dénonçaient la suppression de 200 postes et elles annonçaient effectivement que le manque de moyens financiers allait avoir des conséquences. Mon propos donc sera de vous poser quelques questions qui reprennent des choses que vous avez déjà dites. Mais vous avez eu l'élégance de proposer votre démission en jouant un peu le rôle de fusible, qu'elle vous a été refusée parce que sans doute qu'il a été estimé que c'était un peu fort de café que vous soyez responsable vu que vous avez alerté. Mais allez plus loin. Nous sommes, nous, en refus de budget, d'austérité, de manque de moyens pour la culture. Pensez-vous que vous avez manqué de moyens de produire de la culture puisque le président, depuis 2 ans, un rapport que vous lui avez donné, avez-vous considéré que la présidence de la République a répondu, merci d'avoir l'élégance de me parler pendant que je parle, que la présidence de la République, depuis 2 ans au moins, a un rapport que vous lui avez fait, estimez-vous que le président de la République est à la hauteur des recommandations que vous lui avez fait, et vous en avez dit trop ou pas assez sur les 20 points que vous proposez. La Commission aimerait que vous nous disiez un petit peu plus sur ce qui vous semble en mesure de faire. Et je le répète, considérez-vous que vos ministères de tutelle et la présidence de la République vous a entendu? Et si ce n'est pas le cas, ne sont-ils pas les véritables responsables qui peut-être devraient démissionner, eux? Et nous ne refuserions pas. Alors, je vais commencer par ce dernier point, monsieur le député. J'ai été entendu par la présidence de la République et par la ministre de la Culture. Et la décision qui a été annoncée par le président de la République le 28 janvier dernier au sein même du Louvre est une décision historique qui prend toute la mesure des difficultés du Louvre, qui nous rassemblent malheureusement aussi aujourd'hui, et qui donne l'élan et la perspective nécessaire pour cette rénovation de très grande ampleur, qui n'est pas simplement d'ailleurs la question de la réparation du Louvre et de sa mise à jour technologique, mais qui est aussi trouver des solutions structurelles aux problèmes. Alors c'est un problème que beaucoup de directeurs de musées aimeraient avoir à travers le monde, de la très forte fréquentation du Louvre. Nous avons passé, là à l'instant, nous passons le cap des 8 millions de visiteurs cette année. C'est considérable, c'est absolument considérable. Et vous savez que j'ai instauré une jauge à 30 000 visiteurs par jour. C'est une de mes premières décisions en 2022. Décision qui était difficile à prendre, 18 millions d'euros de recettes en moins, mais je l'ai prise en responsabilité. En responsabilité parce que je considérais qu'il fallait protéger le Louvre, déjà le souci du bâtiment qui est fragile, et des équipes et des conditions de travail des équipes et de l'accueil, tout simplement du plaisir de visite que l'on peut avoir au Louvre. Donc oui, j'ai été entendu, monsieur le député, j'ai été entendu et nous avons tout fait pour préparer, anticiper cette décision. Une fois de plus, je ne vais pas revenir sur la question du schéma directeur. Nous n'avons pas de retard sur ce schéma directeur, puisque nous avons eu, et c'est normal d'avoir 2 ans, voire 3 ans, si je prends l'année précédente, mon arrivée, qui est celle sous mon prédécesseur qui a lancé ce schéma directeur, d'études. Vous prenez n'importe quel schéma directeur, prenez celui de Versailles, prenez celui de Fontainebleau. Fontainebleau, c'est 4 ans d'études pour une mise en œuvre qui sur plus de 16 ans. Bon, c'est la même chose à Versailles. Ce sont des projets longs parce que ce sont des grands établissements compliqués et on nous reprocherait de ne pas le faire sérieusement. Bien sûr, j'aimerais que ça aille plus vite, je vais vous dire, monsieur le député. Bien évidemment, aujourd'hui devant vous, si vous croyez que je suis satisfaite de la situation, c'est une blessure très profonde, comme pour tous les agents du Louvre. C'est une blessure très profonde parce que nous nous mobilisons tous les jours pour que ce musée fonctionne le plus correctement possible dans une période d'entre-deux actuellement, où nous sommes en démarrage de rénovation, mais nous ne sommes pas au bout des travaux. Et nous savons très bien la pression qui est sur le Louvre aujourd'hui. Nous le savons extrêmement bien. Donc,
Oui, j'aimerais que tout aille plus vite, mais je dois respecter le travail de préparation de ces marchés, je dois respecter les procédures de marché public, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, je me permets de préciser que la Cour des comptes n'a relevé aucune irrégularité de gestion. Ce que la Cour des comptes critique, c'est une analyse de stratégie que je conteste complètement, parce que c'est leur vision est une vision purement comptable, et c'est tout à fait normal, et budgétaire. Moi, j'ai une vision stratégique de court, de moyen et de long terme pour le Louvre. C'est ma responsabilité de présidente. Alors, j'aimerais que tout aille plus vite. Oui, bien sûr. Si on pouvait aller plus vite, franchement, vous êtes les élus de la nation. Par exemple, les procédures, pardonnez-moi, de marché public sont parfois d'une lourdeur et d'une complexité byzantine. Nous créons un département de Byzance, donc c'est d'actualité au Louvre. Et on se demande parfois si c'est pas beaucoup de temps, avec des équipes de services juridiques, financiers mobilisées pendant des semaines et des semaines pour des passations de marché. Bon, voilà, ça c'est peut-être une piste aussi d'amélioration pour les élus de la nation que vous êtes aussi. Voilà, il y a eu des dispositions effectivement exceptionnelles pour les Jeux Olympiques. Voilà, bon, c'est peut-être une piste effectivement d'amélioration. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors sur l'actualité les plus récentes, sur la question des influenceurs TikTok que vous avez évoquée, nous avons constamment des interventions dans les salles du Louvre. Il y a 2 ans, c'était des activistes, souvent d'ailleurs liés à la question de la crise climatique, vous le savez, qui ont d'ailleurs agi dans plusieurs musées dans le monde. Et c'est ce genre d'intervention, je vous invite à dézoomer, à regarder la presse internationale parce que c'est vraiment très courant. Ces modes opératoires évoluent. Elles évoluent au gré des questions du moment, de la sensibilité médiatique, sociale des questions. Et vous avez effectivement là sans doute des influenceurs qui ont été sans doute aussi dans une part de provocation et qui réagissent aussi à l'actualité évidemment récente du Louvre. Pour autant, je voudrais quand même relativiser. D'abord, les équipes de surveillance ont réagi, mais nous ne sommes quand même pas tout à fait dans le même niveau de gravité et de problème que ce que nous avons connu le 19 octobre. Donc je crois qu'il faut un tout petit peu relativiser et voilà, on est quand même mais on est très vigilant et ce sera l'une des responsabilités du coordonnateur sûreté que cette analyse permanente de l'évolution des modes opératoires. Vous voyez, la disqueuse à béton qui a été utilisée pour le vol du 19 octobre, c'est un mode opératoire qui n'était pas du tout envisagé au moment de la restauration et rénovation et du changement des vitrines absolument nécessaires de la galerie d'Apollon. À l'époque, ce que l'on envisage, c'est une attaque par l'intérieur du musée à balles, en fait, avec des armes. Et donc les vitrines sont conçues d'abord pour ça. Elles ont d'ailleurs remarquablement résisté. Elles ne se sont pas brisées. Il faut le dire. Et les vidéos montrent combien ça a été compliqué pour les voleurs Pardonnez-moi, madame la députée, je me permets voilà. Donc les modes opératoires, voilà, cette évolution permanente d'un monde dangereux, violent, qui s'attaque aux symboles culturels, ça fait partie des missions que la présidence du Louvre, maintenant, est désormais secondée par quelqu'un qui sera dans une vision de la sûreté à 360 degrés, c'est-à-dire les questions de surveillance, de sûreté au sein de la direction qui est dédiée à cette question, mais aussi du bâtiment, puisque les équipements passent par évidemment la direction de l'architecture et du bâtiment, et la cybersécurité. Je me permets de réinsister sur ce point qui est absolument capital. Nous avons actuellement plusieurs institutions culturelles en France qui sont fragilisées par des attaques cyber extrêmement graves. Ce qui n'a pas été le cas du Louvre, puisqu'à partir de 2022, j'ai demandé que cette question soit prise en compte. Et pour l'instant, nous n'avons pas, j'espère que ce ne sera pas le cas, subi d'attaques cyber très très graves. Donc oui, cette évolution, elle est nécessaire. Cette adaptation, elle est nécessaire. C'est le monde d'aujourd'hui. Et c'est toujours un défi pour une organisation aussi grande que le Louvre, qui forcément fonctionne avec plusieurs directions en silo. Et l'un de mes défis de présidente, je n'arrête pas depuis 4 ans de m'y efforcer dans notre pratique, dans notre organisation, dans notre méthode. Et j'ai reconfirmé à la ministre de la Culture que ce sera un enjeu absolument capital. C'est la transversalité, la circulation de l'information. Dans une organisation de 2300 personnes, avec une haute spécialisation de chaque métier, 80 métiers au minimum au Louvre, que je respecte infiniment.
absolument. Moi, je suis une femme de musée, je suis fonctionnaire, ça fait 30 ans que je sers le ministère de la Culture dans des établissements publics. Je suis très attaché à cette mission de service public, monsieur le député, très attaché. Et je suis très attaché aux métiers, qui sont tous les métiers des musées. J'ai eu la chance, l'honneur de diriger Orsay et l'Orangerie. J'ai l'honneur, y compris dans la tempête aujourd'hui, de diriger le Louvre. C'est l'honneur de ma vie professionnelle. C'est l'honneur de ma vie professionnelle. Eh bien, tous ces métiers, ils ont leur spécialité, leur domaine de compétences. Et ils ont tendance à se refermer sur ces domaines. Tout le monde va vers ce qu'il connaît, se rassure parce qu'il connaît. Or, le défi d'une organisation, et je prends ma part, hein, il faut faire plus, il faut faire mieux. C'est cette circulation de l'information, c'est le partage, et c'est la culture de sûreté vue comme un vrai projet global au sein du Louvre. Et ça, c'est une question de management, et nous aurons certainement une évolution des pratiques, des directions intermédiaires sur ces questions. Nous devons bouger. Je le reconnais absolument. Je ne suis pas en train de vous dire que tout a marché merveilleusement. Nous sommes face à un échec. Nous sommes face à un échec à un moment où nous espérions sortir enfin des difficultés du Louvre et nous projeter avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité dans ces projets de transformation. Nous sommes frappés en plein cœur à ce moment-là, comme la nation, comme tous nos concitoyens et comme le monde entier. Pour autant, nous ne devons pas nous démobiliser. Au contraire, nous devons agir, travailler plus fort, plus dur et voir nos faiblesses. Nos faiblesses, bon, je ne reviens pas sur les faiblesses techniques, les caméras périmétriques, on l'a dit, c'est évident, et D26, là, on ne peut pas aller plus vite en ce moment que ça. L'architecte en chef que je suis ne dépend pas directement de la présidence du Louvre, mais du ministère de la Culture, et non pas d'un ministre de la Culture, j'en ai connu déjà beaucoup, j'espère en connaître encore beaucoup, et des présidents de la République aussi. Donc, je parle du point de vue du monument historique. Et je dois dire que je suis assez étonné qu'il y ait deux choses qui soient très mal comprises. La première, c'est la dimension de ce monument historique. Ce monument est d'une dimension exceptionnelle. Dimension veut dire complexité, veut dire aussi pourquoi ça va pas vite. Pourquoi ça va pas vite? Parce que c'est très grand, parce que c'est très complexe, et parce que évidemment il y a des procédures qui, heureusement, c'est vous-même qui les avez votées, sont respectées. Il n'y a pas que les marchés publics. Il faut 6 mois pour avoir une autorisation administrative sur les monuments historiques. Il faut 6 mois. Mettre une caméra, normalement, on ne devrait pas pouvoir la mettre avant plusieurs mois si on veut passer exactement, et on va faire plus vite parce que vous nous le demandez. Donc on va être hors la loi. D'accord, on est d'accord qu'on va être hors la loi. Vous me donnez l'autorisation d'être hors la loi pour mettre des caméras, je vous en remercie, je le note. Non, mais c'est important de comprendre de quoi on parle. Alors, le bâtiment, est-ce que ce bâtiment est en bon état et pourquoi on ferme une galerie? Non, le bâtiment n'est pas en bon état. Une grande partie du bâtiment, alors les bâtiments, c'est une ville, il y a des parties qui sont en bon état, il y a des parties qui sont en mauvais état. Le quadrilatère Sully est probablement la partie qui n'a pas été du tout, les planchers dont on parle ont été faits en béton en 1937, bricolés au-dessus de planchers bois. Il y a donc un tas de bricolages comme ça qui sont complètement en fin de vie. Mais dans un bâtiment comme ça, ce qui manque avant tout, et l'écueil, alors celui dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le bricolage. C'est-à-dire sous la pression, un petit coup de toit à droite, un petit coup de toit à gauche. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans au musée du Louvre. Aujourd'hui, il faut rationaliser les choses. Alors on parle de nouvelle entrée. Moi, dans ma tête, c'est pas une nouvelle entrée, c'est une rationalisation absolument indispensable des flux, des publics, des circulations, de la logistique, des flux techniques. Aujourd'hui, il y a des centrales d'air avec de l'eau qui passe au-dessus des œuvres, dans les combles et tout ça. Ça ne peut pas durer. Donc, tout ça, c'est un moment aujourd'hui, on est à la fin d'une chose, il faut faire les choses dans l'ordre. Il n'y aurait rien de pire que de faire les choses dans le désordre. Alors oui, sur la galerie Campana, pour être très précis, il y a des études qui avaient été demandées par mon prédécesseur. J'ai reçu des résultats d'études la semaine dernière qui montraient des mouvements et de façon tout à fait responsable. J'ai demandé par courrier à la présidente de l'établissement public et au ministère de la Culture, par mesure de précaution assez simple, d'éviter qu'on court sur ce plancher, le temps qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on aille dans les travaux de confortement. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Oui, il y en aura d'autres. Est-ce qu'il faut de l'argent? Oui, il faut de l'argent. Est-ce que l'État a cet argent? Alors l'État n'a peut-être pas les moyens, mais la France le doit. Voilà, merci. Merci. Vos propos sont vraiment utiles et c'est le but de cette audition. Et
Notre collègue Anne Jontel le disait très justement tout à l'heure, le but, nous, c'est pas d'accabler un tel ou un tel, et personne ne doute ici ni de votre dévouement à la question du patrimoine et de la culture, ni de l'engagement des agents. Certains sont intervenus sur place et on les en remercie, les députés les en remercient évidemment. C'est extrêmement important et ça mérite d'être dit. Mais le but pour nous, c'est évidemment de comprendre, et je note dans vos propos un certain nombre de choses qui sont mises sur la table. Vous avez parlé d'obsolescence technique. Très clairement, le constat, c'est qu'il y a eu un retard ces dernières années qui ont été pris. Il y a des évolutions réglementaires et législatives qui sont nécessaires que vous évoquez. C'est pour ça que cette audition, elle permet aussi de les relever. Il y a un point sur lequel on n'a pas encore vraiment pu avoir de réponse de votre part. C'est la question du personnel. C'est la question de Madame Legrain, c'est la question de Monsieur Corbière. Et je voudrais même y en ajouter une, si c'est possible. C'est qu'à votre arrivée, il semble que vous ayez renouvelé une part importante de l'équipe de direction. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas perdu une partie de la mémoire du lieu, une partie de l'historique d'un certain nombre de changements qui auraient été nécessaires? Je pose cette question pour qu'en termes de process public, institutionnel, peut-être demain on puisse en tirer toutes les leçons aussi. Alors, je vais peut-être commencer par cette dernière question, puis on reviendra sur la question des effectifs de surveillance. Au moment de ma nomination, j'ai eu des entretiens de transition qui sont très classiques lorsqu'une présidence change. Pardonnez-moi. Voilà, de transition où nous avons, avec Jean-Luc Martinez, mon prédécesseur, que je salue aujourd'hui, évoqué un certain nombre de dossiers qui étaient d'actualité. Je me permets de rappeler que nous étions à l'été 2021 et que la préoccupation numéro 1 était de faire revenir tous les agents au musée et d'accueillir les visiteurs. Nous étions à un moment où le musée du Louvre était tombé à moins de 2 millions de visiteurs annuels, avec un modèle économique complètement fracassé par la crise Covid. Et c'est des choses que vous connaissez bien en tant qu'élu de la nation. Voilà, c'était un moment de grande interrogation sur l'avenir du Louvre. Et effectivement, les questions de sûreté, elles ne sont pas ressurgies à ce moment, n'ont pas surgi à ce moment-là comme absolument prioritaires. Ce qui a été évoqué avec Jean-Luc, c'est bien sûr le démarrage des études d'un schéma de sûreté générale, chose que j'ai repris, complétée et qui arrive maintenant en pleine phase d'actualité. Il y a eu des renouvellements classiques d'équipe de direction. Pour autant, le directeur de l'accueil et de la surveillance est resté. Je le salue aujourd'hui. Denis Fousse est resté. Il a quitté ses fonctions en septembre 2024. Donc, vous voyez qu'il y avait une grande continuité du côté de l'accueil et de la surveillance, et certainement pas de perte de mémoire, puisqu'il y a eu au contraire une stabilité que je trouvais extrêmement rassurante pour la présidente qui arrivait, que j'étais. Et c'est d'ailleurs avec Denis que j'ai eu beaucoup de discussions sur cette question de la jauge des visiteurs. C'est lui qui m'a indiqué que le chiffre souhaitable était celui de 30 000 visiteurs par jour, qu'au-delà, on rentrait dans une zone qui devenait extrêmement difficile à gérer, qu'on prenait des risques pour les visiteurs, pour les agents et potentiellement pour les œuvres. Donc, vous voyez, franchement, moi, j'ai été dans un souhait de continuité. Moi, je suis arrivé avec beaucoup d'humilité au Louvre. C'est une maison, vous savez, quand on y arrive, il y a un minimum de 6 à 8 mois, peut-être une année, pour à peu près commencer à en maîtriser absolument tous les espaces, toutes les arcanes, tous les mécanismes. Et donc, j'ai absolument fait confiance à ceux qui étaient là et je les ai écoutés. Et c'est le cas pour l'accueil et la surveillance. Alors, sur les effectifs de surveillance, je sais qu'il y a des chiffres qui ont circulé, mais il faut évidemment, alors d'abord, il faut évidemment raisonner en équivalent temps plein travaillé et non en personne physique, parce que c'est ça la base véritablement, j'allais dire, qui est valable pour ce type de réflexion. Et à mon arrivée, ce que j'ai décidé en 2022, et en concertation avec précisément le directeur de l'accueil et de la surveillance de l'époque, j'ai décidé de recentrer cette direction sur son cœur de métier, c'est-à-dire la surveillance et la sûreté, et d'en sortir les agents de billetterie, c'est-à-dire la caisse, la réservation, le contrôle. Ce sont des agents aussi de suivi technique, comme le suivi des logiciels ou de fonctions administratives, pour que cette direction se ressente vraiment sur son cœur de métier. Et si on regarde le strict périmètre de la surveillance et de la sûreté, qui est au cœur donc des débats, la réduction des effectifs entre 2014 et 2024 est de 50 ETPT, passant de 838 ETPT à 788, c'est-à-dire une baisse de 6%. Donc la baisse
existe, je ne la nie absolument pas, mais elle n'est pas de l'importance qui a été parfois, des chiffres qui ont parfois circulé. Et si on zoome sur la période 2021-2024, à mon arrivée en 2021, ces effectifs étaient de 747 ETPT. En 2024, ils sont de 788 ETPT. C'est donc mon action, et notamment l'organisation d'un concours exceptionnel de recrutement, organisé avec le soutien du ministère de la Culture, qui a permis cette amélioration sensible de 5,5%. Donc ces recrutements que nous jugions absolument nécessaires et prioritaires, nous nous sommes battus, je dois dire, avec le ministère de la Culture pour pouvoir organiser ce concours. Alors bien sûr, il y a eu une baisse, mais on a essayé de la compenser autant que nous pouvons. Je rappelle que nous gérons la question de personnel dans le cadre d'un plafond d'emploi qui est décidé, vous le savez, par le ministère de la Culture, et très, très surveillé. Il ne s'agit pas de le dépasser. C'est une contrainte énorme, et je n'ai pas de liberté de recruter autant que je le voudrais et aussi simplement que je le voudrais. Ça, c'est très clair. Donc là aussi, s'il y a des marges d'amélioration réglementaire et législative, nous serions potentiellement intéressés. Voilà, je crois que c'est à peu près ce que je voulais vous dire. J'ai toujours pas parlé du COP, mais si vous voulez que je n'en parle pas, j'en parle pas. On gardera le point. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre les 4 derniers orateurs de groupe. Ça vous permettra de compléter sur l'ensemble des points. J'ai bien noté un point sur lequel il faudra qu'on revienne. Nous allons commencer par le groupe démocrate, Monsieur Erwan Balen. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Directrice. 9 millions de visiteurs par an, vous l'avez dit. C'est beaucoup, c'est le musée au monde qui accueille le plus de public, il me semble, et c'est un vrai succès. Et peut-être que nous devrions aussi valoriser ce savoir-faire français qu'est la muséographie. Et la muséographie, mesdames, messieurs, mes chers collègues, ce n'est pas un art facile, c'est compliqué. Ça doit répondre à des injonctions complètement contradictoires. Mettre à disposition du public des œuvres qui ont une valeur absolue et des œuvres qui ont une valeur fragile. Et tout ça, ce n'est pas simple. Alors moi, j'aimerais que nous ayons un peu d'humilité ici. Alors oui, et vous l'avez dit, Monsieur Chatillon, le Louvre est malade de son succès. C'est vous qui l'avez dit. Et nous devons aujourd'hui avoir un certain nombre d'évolutions. Les évolutions, elles ont déjà heurté le Louvre. Cette fréquentation, il a fallu prendre, et ça a été un impensé là, de nos débats, il a fallu prendre aussi en compte la sécurité du public. Et vous avez dû avoir les questions autour de Vigipirate qui ont dû aussi mobiliser un certain nombre de choses et qui ont rendu les choses difficiles. Et puis moi je le dis, un musée, et le musée du Louvre, cette richesse incroyable que le monde entier nous envie, son travail, un de ses travaux principaux, c'est aussi de faire des acquisitions et de les montrer au monde. Et donc aujourd'hui, nous devons penser le musée de demain, le musée de demain qui doit répondre à ces questions de sécurité. On a parlé des personnes qui parfois font de l'activisme, parfois avec des causes justes, mais tout ça est compliqué à gérer. En réalité, le risque zéro, ça n'existe pas. La meilleure façon de conserver une œuvre, c'est de la mettre dans un coffre-fort. Mais un coffre-fort, ça ne s'appelle pas un musée. Et moi, ma dernière question, parce que tout le monde ici se déclare conservateur en chef des monuments historiques, moi je suis modestement législateur. Est-ce que ce que vous n'avez pas besoin, tout simplement, c'est une grande loi Louvre pour régler un certain nombre de problèmes? Nous l'avons fait pour Notre-Dame, nous l'avons fait pour les Jeux Olympiques, et peut-être que parfois, il faut pouvoir avoir des dispositifs législatifs particuliers pour accélérer quand des choses sont menacées. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et Indépendant, Monsieur Jérémy Patrier-Létus. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente Directrice Générale. Notre patrimoine est notre héritage commun le plus précieux. Attaquer notre patrimoine, c'est s'en prendre à l'âme et à l'identité de notre pays. C'est pour cette raison que le vol spectaculaire au Louvre a profondément indigné les Français. Élus de la nation, nous nous en faisons l'écho ce matin. Mais au-delà de l'émotion, ce vol doit constituer un électrochoc national. Car s'il n'a pas manqué une voix pour dénoncer le vol au Louvre, nous étions peu nombreux à nous indigner quand des musées régionaux, des églises rurales étaient pillés. Peu nombreux l'année dernière pour défendre ici même l'augmentation des crédits du musée du Louvre après votre audition qui était alarmante. Certains députés ont même proposé des amendements pour baisser le budget du musée. Les journalistes pourront vérifier. La sécurisation de notre patrimoine dépasse l'enceinte du Louvre et doit être une priorité nationale. Nous ne pouvons plus accepter qu'il soit pris pour cible. C'est le sens de la mission qui m'a été confiée. Je formulerai des propositions concrètes. Mais en attendant,
Il nous faut comprendre comment un vol aussi rapide a pu se produire dans le plus grand musée du monde. Nous devons comprendre les manquements, les dysfonctionnements et établir les chaînes de responsabilité pour éviter que cela ne se reproduise. Ainsi, au nom du groupe Horizon et comme rapporteur du budget patrimoine, j'aurai, Madame la Présidente, quelques questions. Le schéma directeur de sûreté et de sécurité est long à mettre en œuvre. Vous en avez expliqué les raisons. Mais en attendant, comment le Louvre avait-il pu évaluer le risque de vol? Quelles mesures palliatives avaient été prises? Est-ce au fond une question d'argent ou de hiérarchisation des priorités? Le Louvre fait face à un mur d'investissement auquel se heurtent tous nos acteurs culturels et à des injonctions contradictoires. Nécessité de financer ce qui est la raison d'être d'un musée, concevoir des expositions, valoriser des collections, transmettre, d'entretenir et de financer des monuments colossaux, de moderniser et de renforcer les dispositifs de sécurité et de sûreté et de développer leurs ressources propres en augmentant la fréquentation. Comment augmenter la billetterie quand pour remettre un musée aux normes, il faudrait presque le fermer? Comment mener des politiques ambitieuses d'acquisition quand l'urgence est de consolider une poutre, de sécuriser le bâtiment? Comment avez-vous géré ces injonctions contradictoires? Est-ce que le Louvre, comme l'indique la Cour des comptes, a privilégié des projets plus visibles au détriment des urgences de rénovation et de sûreté? Enfin, Madame la Présidente, après ce choc, comment faire de la France le modèle européen de sûreté patrimoniale et le Louvre une référence? Merci, chers collègues. Pour le groupe Lyot, Monsieur Joël Bruno. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, évidemment, le musée du Louvre est par excellence le musée de France. C'est un des symboles de notre pays, de son rayonnement culturel, touristique. Mais quelque part, est-ce qu'il n'est pas aussi, malheureusement, et on ne peut pas vous en vouloir, Madame la Présidente, le symbole aussi d'un certain nombre des travers de notre gestion publique collective depuis trop d'années? Première tendance, celle qui est au cœur de l'actualité, une tendance naturelle à privilégier effectivement la communication visible, au travail de fond, souvent obscur, l'immédiateté à la préparation de l'avenir. Par exemple, annoncer, comme ça a été fait récemment par le président de la République, une extension, alors même que l'existant, visiblement, semble avoir de réels besoins d'intervention. Comme au plan général, d'ailleurs, nous n'entretenons pas plus nos réseaux ferroviaires ou nos ponts, par exemple. Alors, quelles mesures d'urgence, Madame la Présidente, avez-vous prises à votre arrivée? Par exemple, existe-t-il une étude sanitaire globale de l'ensemble du bâtiment historique? Et puis, deuxième sujet qui est moins effectivement au cœur des échanges que nous avons ce matin, j'irais jusqu'à parler d'une certaine propension à un certain parisianisme. Alors certes tempéré bien sûr par la création du Louvre-Lens, mais j'aimerais que vous puissiez aussi me rassurer ou éventuellement me contredire complètement en expliquant les coopérations que vous comptez ou que vous avez d'ores et déjà lancées, coopération avec les musées des Beaux-Arts de nos régions de France. Merci, Madame la Présidente. Merci. Et enfin, pour le groupe UDR, Monsieur Maxime Michelet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, à vous entendre ce matin, on a l'impression que vous avez pris en 2021 la direction d'un musée dénué de direction depuis 20 ans, tant vous nous répétez que vous avez tout découvert à votre arrivée. Alors, une première question, direz-vous simplement que vos prédécesseurs n'ont rien vu et vos prédécesseurs n'ont rien fait? Sur la question de vos politiques, vous estimez qu'aucune faute n'a été commise, que les politiques menées étaient les bonnes, que la Cour des comptes, dans son récent rapport, a tort d'être aussi sévère avec vous. Les failles de sécurité et les fragilités, vous les connaissiez, affirmez-vous, vous nous l'avez réaffirmé. Mais alors que le Louvre doit affronter d'immenses défis de sécurisation, de mise aux normes et de rénovation patrimoniale, vous avez fait le choix de prioriser la rénovation muséographique, le déploiement d'espaces d'exposition temporaire ou d'espaces d'éducation artistique et culturelle, ou encore l'acquisition de nouvelles œuvres. Personne ici ne vous demande l'abandon de ces missions, mais de hiérarchiser vos missions. Vous avez ainsi démantelé certains projets de votre prédécesseur immédiat, comme le Centre d'interprétation de l'histoire du Louvre ou la Petite Galerie, et vous avez fléché des moyens supplémentaires sur l'acquisition via le fonds de dotation et les produits de licence de marque en doublant le montant dédié à l'acquisition. Par ces priorités assumées, donc, vous souhaitez attirer de nouveaux publics dans un musée d'abord international qui a déjà dépassé tous les records de fréquentation, et alors même que vous connaissez déjà bien mal les publics que vous accueillez aujourd'hui, comme le démontre la Cour des comptes. En somme, vous pilotez à vue dans le brouillard et alors que le navire prend l'eau, vous modifiez les plans de table et les menus et vous élargissez le répertoire de l'orchestre. Plutôt que l'utile, parfois discret, vous choisissez le clinquant dans une politique qui culmine dans le Louvre Nouvelle Renaissance d'Emmanuel Macron, qui rêve de graver son nom dans la pierre du Louvre où sont inscrits le nom de tant de nos rois et de tant de nos empereurs. La Cour des comptes a livré une évaluation efficace et sensée de la situation de votre musée, mais
puisque vous n'avez commis aucune faute. Vous regardez ce rapport avec distance. Alors ma question est assez simple. Allez-vous jeter le rapport de la Cour des comptes à la poubelle ou allez-vous appliquer les recommandations de la Cour des comptes? Je vous remercie. Je vais commencer par répondre sur la politique territoriale, monsieur le député, parce que c'est une question absolument capitale. Vous l'avez dit, le Louvre est le musée de tous les Français. Ce n'est pas un musée parisien, c'est un musée national, avec un devoir de partage de ses collections. Et je rappelle une évidence, 30 000 œuvres sont présentées en permanence dans les galeries du musée à Paris. 35 000 sont en dépôt permanent dans les collections des musées territoriaux sur tout le territoire. Et ça, c'est le socle d'une politique territoriale que j'ai souhaité rendre plus lisible et que j'ai renforcée à mon arrivée. J'y suis profondément attaché, c'était déjà ma ligne au musée d'Orsay, avec évidemment des prêts d'œuvres très importants. Alors le Trésor national de Chardin, par exemple, a été prêté à Lens, à Brest, à Clermont-Ferrand. Il est actuellement présenté au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et depuis ma nomination, j'ai souhaité que donc le Louvre relance son action territoriale, notamment auprès des collectivités qui portent des projets culturels généreux, audacieux, notamment des villes de taille intermédiaire, pas forcément les capitales de région, et parfois donc éloignées des centres ou même au cœur même de quartiers prioritaires, notamment en Île-de-France, petite, moyenne et grande couronne. Alors en 2022, ce sont autant de partenariats avec Brest, Landerneau, Rennes, Le Mans. 2023, Dijon, Ornans, Castres, Meaux, Corbeil-Essonnes. Et en 2024, dans quelques jours, nous aurons le bonheur de réouvrir le musée Bonnat et le à Bayonne, qui là aussi est le dépôt le plus important en volume du Louvre en région. Et cela après le musée du Petit Palais à Avignon, qui, vous le savez aujourd'hui, est labellisé Louvre en Avignon. C'est le dépôt le plus exceptionnel du Louvre en région, avec une partie de la collection Campana, pas la collection de vases grecs, mais de primitifs italiens. Donc c'est vraiment une action prioritaire. Il y a un très beau partenariat qui nous lie avec la ville d'Avignon pour la relance du musée du Petit Palais, qui a été un peu négligé ces dernières années. Et nous avons là maintenant un très bel objet de collaboration qui fait beaucoup de sens, évidemment, à 2 pas du Palais des Papes. C'est un ensemble patrimonial absolument exceptionnel. Mais je pourrais aussi citer tout notre travail envers les publics qui sont éloignés ou qui ont du mal à venir au musée ou qui ne peuvent pas y venir. Je pense notamment avec le partenariat que nous avons avec la PHP, c'est plus de 10 ans de partenariat avec les prisons, les associations de certains quartiers prioritaires. Une opération inédite pour décloisonner la culture, le Louvre au centre, mené en partenariat avec Unibail, Rodamco, Westfield, qui a emmené donc le Louvre au cœur des centres commerciaux à travers la France pour surprendre le public, le sensibiliser, lui donner la curiosité et l'envie du Louvre. C'est un impact fort sur tout le territoire. Terminée fin octobre à Lille, l'opération a touché plus de 120 000 visiteurs en France, confirmant l'importance d'aller à la rencontre des publics éloignés. 48% des habitants des régions n'ont jamais visité le Louvre. Et ça, c'est évidemment un des grands défis du Louvre Nouvelle Renaissance. Le Louvre lance, vous l'avez dit, monsieur le député, est une immense réussite, une immense fierté pour le Louvre, tout comme le Louvre Abu Dhabi, je me permets de le dire aussi à ce micro. Succès public, plus de 5 millions de visiteurs en 10 ans. Succès populaire, 23% des visiteurs sont des ouvriers ou des employés, 2 fois plus que la moyenne nationale. Ancrage local totalement réussi, 75% des visiteurs sont des habitants des Hauts-de-France. Il s'y pratique une politique de médiation ambitieuse, tellement ambitieuse que c'est le précédent directeur de la médiation et des publics du Louvre-Lens qui est aujourd'hui à la tête de cette direction au Louvre Paris pour insuffler de cet esprit du Louvre-Lens dans le musée parisien. Donc voilà, je voulais rappeler notre engagement évidemment territorial. La loi Louvre, aussi ouverture au Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre de l'exposition Guillaume Le Thiers dans quelques jours au mois de décembre. Ne pas oublier évidemment les territoires d'outre-mer. C'est évidemment très important pour le Louvre. Alors sur la question d'une loi Louvre qui a été évoquée, voilà. Je ne suis absolument pas compétente pour vous répondre. Je laisse évidemment la représentation nationale travailler à ces sujets. Mais là où je prends volontiers vos recommandations, c'est sur le desserrement de certaines règles des marchés publics et élargir la notion d'urgence, qui est aujourd'hui extrêmement stricte. Et ça nous permettrait d'avancer plus vite sur un certain nombre de schémas directeurs et avec des procédures un peu simplifiées et un peu plus rapide, je pense que nous y gagnerions tous.
Un point sur Louvre Nouvelle Renaissance. Je voudrais bien qu'on se comprenne. Louvre Nouvelle Renaissance n'est pas le problème, c'est la solution. C'est un projet qui marche sur deux jambes. L'ensemble des schémas directeurs techniques de rénovation, dont celui de la sûreté et celui de l'électricité qui sont déjà lancés. Donc, tout ce schéma, qui est un schéma global, vous le savez, qui veut lier à 450 millions d'euros sur plus de 10 ans. Nous sommes probablement plutôt plus proches de 15 que de 10 dans la réalisation complète, financé par les recettes de billetterie avec l'augmentation tarifaire, donc ciblée sur les visiteurs extra-européens. C'est 15 à 20 millions d'euros dégagés qui sont systématiquement fléchés, donc tous les ans à partir de 2026, sur ces schémas de rénovation, et une subvention de soutien exceptionnel, et je remercie le ministère de la Culture, de 10 millions donc par an, pluriannuel, d'investissement. C'est déjà le cas, évidemment, pour 2026. Donc vous voyez qu'on est là dans un financement qui ne pèse pas sur les finances publiques et qui permet au Louvre de se rénover. Ça, c'est la première jambe de Louvre Nouvelle Renaissance. La seconde jambe, c'est les solutions structurelles aux beaux problèmes de fréquentation, de forte fréquentation qui ont été évoqués à l'instant. La saturation de la pyramide, conçue pour 4 millions de visiteurs. Nous sommes, même avec la jauge, nous serons sans doute autour de 9 millions en fin d'année. Le problème de la présentation totalement insatisfaisante de la Joconde. La Joconde, c'est plus qu'un tableau, c'est une icône mondiale que l'on visite, Oui, qui a disparu du Louvre pendant 2 ans et demi, juste avant la guerre de 14, effectivement. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs sa reproduction mondiale, l'effet médiatique a fait sa célébrité moderne et contemporaine, mais c'est un autre sujet très passionnant d'histoire de l'art. Ouais, on s'en passerait, monsieur le député. Mais la réalité, c'est que la Joconde est extrêmement mal présentée. Si vous avez eu l'occasion de visiter le Louvre en famille avec des amis, moi, à chaque fois que je rentre dans la salle des États, qui est pourtant la plus grande salle du musée, 700 mètres carrés, c'est une forme d'échec aussi. C'est un échec muséographique, culturel, de médiation, de transmission, de tout ce que vous voudrez, et avec des visiteurs qui sont là pour voir la Joconde et qui n'accordent que malheureusement très peu d'attention à l'extraordinaire collection de peintures vénitiennes, notamment les Noces de Cana de Véronèse, qui sont autour d'eux. Donc c'est pour sauver en partie cette collection de peintures vénitiennes et surtout donner enfin à l'écrin qu'elle mérite, la Joconde, un des éléments du Louvre Nouvelle Renaissance, bien sûr, consiste à créer de nouveaux espaces sous la cour carrée, sous l'autorité extrêmement compétente de François Chatillon, et de nouveaux accès à partir de l'esplanade. Vous le savez, c'était un projet d'André Malraux. La dernière fois qu'on a touché à la colonnade pour dégager un petit peu cette colonnade, c'est dans les années 60 sous André Malraux. Le geste est resté assez inachevé, avec un espace urbain aujourd'hui impensé au cœur de Paris, qui est précisément au cœur du concours qui se déroule actuellement, puisque nous avons révélé les 5 candidats qui sont en phase finale d'offres, et le lauréat sera révélé en début d'année prochaine. Donc c'est à la fois la question de la répartition des flux, 2 entrées, 2 sorties, la pyramide et cette future entrée côté colonnade. La mise en valeur, évidemment, de la Joconde, avec tous les espaces aussi de confort que nous n'avons pas aujourd'hui, parce que le Grand Louvre, c'est un projet des années 80, avant la révolution des publics. La révolution centrale du monde des musées depuis 40 ans, mesdames et messieurs les députés, c'est des publics, c'est la prise en compte des publics. C'est absolument capital. Ça n'est pas le sujet central de notre discussion aujourd'hui, mais c'est la moitié de la vie du musée, bien entendu. Et il faut absolument que cette mission de transmission, qui est un impératif, et j'ose le dire devant vous, politique, de partage d'un patrimoine, d'un rapport au monde, à l'histoire, à la diversité de la beauté, à la complexité de l'histoire du monde. Le Louvre, c'est des œuvres qui commencent à 9000 ans avant Jésus-Christ, qui viennent de territoires parfois très éloignés. Ce n'est pas simplement, c'est un grand musée national, mais c'est un musée qui ouvre à l'histoire du monde. Et ça, le président de la République l'a fixé comme objectif. Il faut que les jeunes Français puissent le fréquenter beaucoup plus fortement, doubler le nombre de classes de collégiens accueillis au Louvre à l'aune de la réalisation du projet Louvre Nouvelle Renaissance, mais surtout permettre aux visiteurs du Louvre, qui viendra voir sans doute la Joconde, mais la Joconde, elle agira comme ambassadrice du Louvre. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez demain
visiter le Louvre, accéder rapidement, facilement aux collections et visiter l'ensemble des départements du Louvre. 9 départements qui disent justement l'ambition, la vocation universelle du Louvre, qui est quand même une valeur, je crois, que nous avons tous profondément en partage. Et dans un monde bousculé, violent, où plus que jamais, et Dieu sait si voilà, la violence, le Louvre l'a vécu le 19 octobre, nous sommes plus que jamais attachés à la réalisation de ce projet, engagés dans la réalisation de ce projet, car il permettra au Louvre d'être enfin un musée du XXIe siècle, ce qu'il n'est pas aujourd'hui, j'en conviens parfaitement avec vous. Merci Madame la Présidente. Comme le disait très justement Erwan Balanant, la muséographie est un art difficile et c'est pour ça que le but c'est vraiment ici de pouvoir soulever les problématiques publiques et institutionnelles qui se posent pour arriver à y remédier. La question d'une grande loi Louvre que soulevait Erwan Balanant est évidemment légitime. En tout cas, on a pu identifier un certain nombre de points en perdant pas de vue ce que vous disiez très justement, que l'objectif de tout ça, c'était quand même qu'on soit capable de partager ce patrimoine. Et notre inquiétude, je crois à tous ici, quelles que soient nos sensibilités, c'est-à-dire qu'on doit lutter contre des vols ou des dégradations qui demain pourraient nous empêcher de partager précisément ce patrimoine. Et je crois que ça, c'est un point sur lequel au moins on est tous d'accord. Sur la question, parce qu'il est dit aussi qu'il n'y a pas d'études préalables. Alors je veux simplement dire que depuis, moi j'étais nommé en décembre. Il y a 12 personnes de mon bureau installées au Louvre qui ne font que travailler sur les études préalables et sur les diagnostics et sur les schémas directeurs pour avoir une parfaite connaissance Alors, on a commencé par le quadrilatère Sully, bien sûr, parce que c'est la partie qui nous semble la plus fragile. Donc, je réponds, il y avait une question. Oui, bien sûr, nous sommes en train de faire des schémas directeurs pour avoir une parfaite connaissance. Sur l'exemplarité de ce que devrait être la sûreté Louvre, une chose qui n'a pas été dite, c'est un monument historique, c'est très compliqué, la sûreté dans les monuments historiques par rapport aux fenêtres. Nous sommes donc en train d'étudier, avec les équipes du Louvre, des dispositifs qui pourraient, si ça fonctionne et si on arrive à les faire homologuer, être utilisés dans beaucoup de musées en France et à l'international qui rencontrent les mêmes difficultés que nous. Un vitrage très efficace, ça fait 40 mm, une menuiserie ancienne, ça fait 30 mm. Donc vous voyez un petit problème de géométrie. Donc on va essayer de faire de cette difficulté un challenge et d'être dans l'exemplarité et dans le modèle pour que le Louvre reste non seulement le plus grand musée du monde, mais aussi un modèle. Alors ça, on a les moyens de le faire, on nous donne les moyens de le faire avec des bureaux d'études spécialisés. J'espère qu'on va faire un brevet Louvre de protection des fenêtres des monuments historiques bientôt. Donc tout ça, oui, tout ça est pris en considération. Par exemple, la question des verrières est une question essentielle. Elle nous préoccupe énormément en ce moment sur le quadrilatère Sully. Nous ne sommes pas, d'ailleurs, je le dis devant la représentation nationale, à l'abri d'un problème, parce qu'un orage violent peut tout à fait survenir. Il y a une vraie fragilité actuellement. Et François Chatillon porte une vraie réflexion sur ces questions. Que faut-il faire? Faut-il restaurer absolument à l'identique? Ce sont des verrières 19e pour l'essentiel. Ou faut-il des précautions supplémentaires, mais qui vont précisément déroger à la restauration, j'allais dire, pure et dure, monument historique? Ça, ce sont des vraies questions de fond, et sur lesquelles nous serions ravis d'échanger avec vous, parce qu'il y a peut-être des évolutions réglementaires à porter et de doctrine aussi pour le monde des monuments historiques et des musées. Voilà donc pour les explications de Laurence Descartes, la présidente du musée du Louvre, qui était auditionnée par les députés de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Elle a plaidé pour une accélération du déploiement des caméras périmétriques, c'est-à-dire installées autour d'un périmètre concerné, c'est-à-dire aux abords du musée, et ce, dans le but de renforcer la sécurité du lieu. Question majeure de cette audition. La séance...